in defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. 3. Bingo! It's showtime! MVP, baby! He didn't do that, did he? Slam dunk! Tie game with 5 seconds remaining! He shot! What a perfect ending to a historic day! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 143 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Cette semaine, on est seulement deux. Pour m'accompagner, il y a Alan. Ça va, Alan? Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, ça va super. On finit l'année en beauté. On va dire ça, ouais. Pour ce dernier épisode de 2018. Une semaine après un épisode où l'on a dit des fans des Celtics qu'ils étaient probablement les moins objectifs de la ligue, on va donc discuter des Celtics avec un fan des Celtics. On tente l'expérience. De toutes les idées que j'ai eues pour cette émission, je pense que c'est pas la meilleure. On va voir. On va voir un Boston, du coup, qui après 35 matchs affiche un bilan un peu décevant, hein, de 21 victoires pour 14 défaites. Ça les place 5e à l'Est. On est très loin, hein, donc du rouleau compresseur qu'on avait annoncé, que beaucoup avaient annoncé un mois le premier avant le début de la saison. On va donc essayer de comprendre avec Alan pourquoi son équipe de cœur n'est pas au niveau des attentes et dans l'overtime. On va discuter un peu des Wizards, hein, qui vont devoir faire sans John Wall jusqu'à la fin de la saison. Et ça risque peut-être d'ouvrir une période de trade, on ne sait pas. Comme chaque semaine, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, à nous poser des questions aussi, hein, sur ces mêmes réseaux sociaux, ou nous faire des retours, ça fait toujours plaisir pour des points positifs ou négatifs d'ailleurs, sur Facebook, Twitter ou même par mail dunkebdo@gmail.com. Puis également de vous abonner à notre podcast où vous l'écoutez, sur la plateforme de streaming où vous l'écoutez. Et nous, on se retrouve dans quelques secondes pour discuter de Boston. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Dans ces épisodes qui s'intéressent à une des équipes favorites d'un des membres du site, j'ai tendance, pour le plaisir de tout le monde, hein, j'ai l'impression, à m'écarter un peu et laisser le spécialiste parler. Mais vous savez qu'Alan est fan des Celtics, donc je me méfie. Alan, je vais te laisser le bénéfice du doute et je vais te lancer sur la question probablement la plus bateau que j'ai jamais dû poser, hein, pour démarrer un sujet. Pourquoi les Celtics, ils sont pas au niveau attendu? On les annonçait pas loin des 60 victoires, ils en sont très loin actuellement. Ils sont pas au niveau attendu parce que il y a des joueurs qui sont plus en retrait que l'an passé, qui ont des rôles différents. Il y a eu le retour de Kyrie Irving qui avait loupé la fin de saison et les playoffs, le retour de Gordon Hayward qui avait loupé toute la saison. Il a fallu un peu réincorporer tout ça, trouver des rotations, de nouvelles rotations qui n'avaient pas été utilisées l'an passé, même si l'effectif est quasiment le même. Il a fallu repenser les rotations pour Stevens pour un peu gâter tout le monde en quelque sorte, que tout le monde ait un peu sa part du gâteau. En début de saison, c'était un peu cette théorie-là qui était mise en place. Ça gagnait pas tellement et donc il y a eu des ajustements faits par Stevens pour rééquilibrer un peu plus l'équipe, rééquilibrer le partage du ballon entre la première et la deuxième escouade, donc avec le banc notamment. Et c'est depuis que les frères Marcus, en gros Marcus Smart et Marcus Morris sont dans le 5, que ça va mieux, où les Celtics gagnent beaucoup plus de matchs. Mais voilà, l'équipe était pas au niveau, il y a eu des petits pépins physiques, il y a eu plein de petits trucs qui font que l'équipe a déçu sur les 35 premiers matchs de la saison. T'as dit beaucoup de choses, on va décortiquer un peu tout ça. Pour moi, le plus intéressant, quand je me place en observateur extérieur, c'est vraiment les rotations. Ce qui amenait pas mal de gens, et moi le premier, hein, je le rappelle encore une fois, à donner les Celtics si haut. Enfin, je rappelle, le over-under, il était à 59 victoires. C'est les rotations. On voyait énormément de joueurs, on voyait le retour d'un Gordon Hayward et on se disait, après une campagne de play-off vraiment prometteuse, il allait vraiment avoir des rotations assez incroyables. Comme tu l'as dit, le début de saison était hyper difficile, ça marchait pas, notamment le 5 qui avait été plébiscité au début. Irving, Brown, Tatum, Hayward, Horford ne marchait pas. Et du coup, depuis l'arrivée, comme tu l'as dit, des Marcus, ça marche mieux. Mais pourquoi? Pourquoi ça marche mieux? Parce que, en tant qu'observateur extérieur, même si je sais, on va en parler, que Gordon Hayward est vraiment en difficulté, pareil pour Jaylen Brown, le 5, le premier qui a été
utilisé, il semblait largement plus intéressant. Il semblait surtout très intéressant offensivement, et quand on s'intéresse aux stats, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que le defensive rating du 5, Kyrie, Jaylen Brown, Hayward, Tatum, Horford, il est à 94.7, ce qui est excellentissime sur 140 minutes jouées. Par contre, en attaque, c'était un offensive rating à 91, mais c'est abyssal. C'est-à-dire que c'était une catastrophe. Ça marchait pas parce que Brown, on en reparlera plus tard, c'est, malgré que ça soit peut-être mon joueur préféré de l'équipe, c'est celui qui me déçoit le plus dans ce début de saison. Il a pas eu la progression attendue entre l'année 2 et l'année 3, donc il avait beaucoup de difficultés. Hayward était en demi-teinte, il était en manque de confiance, et puis Horford a eu des pépins physiques. Donc en fait, les deux joueurs vraiment qui restaient, c'était Kyrie et Tatum, et donc ça se terminait très vite en parodie de 1 contre 1, avec une sélection de tirs hasardeuse du côté de Tatum, et un spacing qui était pas exceptionnel parce que les défenses respectaient pas tellement le shoot de Jaylen Brown, et Gordon Hayward non plus n'avait pas la réussite escomptée derrière l'arc. Quand on a injecté Marcus Morris dans le 5 et Marcus Smart, ça a permis deux choses. Ça a mis de la dureté, ça a incorporé du spacing avec Marcus Morris qui fait une excellente saison et qui a une section de tir qui a été changé, et on voit ici tout le travail de Brad Stevens, je reparlerai plus tard, et ça a aussi permis à Kyrie de moins porter la gonfle. Smart, il peut le faire, et donc on peut utiliser Kyrie dans des systèmes en sortie d'écran, dans des backdoors, et ça a vraiment amélioré l'attaque de l'équipe. Ok, peut-être qu'il est temps de parler de Jaylen Brown, comme tu l'as dit, c'est peut-être ton joueur préféré. Moi aussi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et le fait est qu'il est énormément en difficulté. C'est le pire night rating de l'équipe parmi les joueurs qui ont un bon temps de jeu. Robert Williams, c'est encore en dessous, mais il a pas eu assez de minutes pour que ça soit vraiment significatif. T'as parlé de son shoot, il est à 27% à 3 points. En plus de 100 tentatives, il y a 146 joueurs qui ont plus de 100 tentatives, il est 143 sur 146. Autant dire que c'est parmi vraiment les cancres de la ligue en tant que shoot, au niveau du shoot. Est-ce que c'est vraiment, faut pas créer de joueurs de souffre-douleur ou de joueurs sur qui on va tomber pour expliquer tous les mots de l'équipe, mais est-ce que c'est lui qui est en partie responsable du fait que le 5 a vraiment si mal débuté et qui a vraiment du mal à se mettre en place? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression, quand je regarde jouer les Celtics, que Jaylen Brown, il est passé de ce rôle défensif qu'il avait en début de carrière à un joueur qui shoot énormément et parfois mal. Enfin, pas dans des bonnes conditions. Ouais, dans un podcast l'été dernier, c'était le podcast de CJ McCollum pour Sport Illustrated, Jaylen Brown était invité, il parlait de sur quoi il voulait devenir comme joueur après ses 2 premières saisons en NBA, et il parlait de devenir une plus grande menace offensive. Dans sa tête, c'est un top 3 de draft, donc c'est un joueur qui a toujours dominé, même à Cal, qui avait le ballon, qui était l'option numéro 1. Donc c'est un joueur qui se pense comme ça. Comme tu l'as dit, avant il avait ce rôle plus défensif qui lui allait très bien, et quand il mettait ses shoots, c'était vraiment bonus. Là en fait, c'est comme s'il avait voulu changer de dimension, mais qu'il n'avait pas mis les ingrédients cet été, quoi. Parce que le bon que je pensais qu'il allait faire entre année 2 et 3, il a pas amélioré ce qu'il devait travailler. Son dribble est toujours moyen. Souvent il fonce beaucoup dans la raquette et il utilise le spin move, c'est pas une très très grande qualité. Sa main gauche c'est pas exceptionnel, et son pourcentage au lancer franc n'est toujours pas au rendez-vous. Et t'as parlé du tir, là il a régressé. Donc est-ce que son année dernière, où il shootait quand même 39,5% à 3 points, ce qui était une très très bonne moyenne, est-ce que c'est une anomalie parce que c'était pas un bon shooter en NCAA, c'était pas un bon shooter lors de sa première année? Et là, c'est pas un bon shooter. Alors, est-ce que l'année 2, c'est une anomalie? On le verra. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il joue pas les fins de match, en fait. Ça, c'est ce qui m'embête vraiment, parce que l'équipe est meilleure avec Marcus Smart ou Marcus Morris. Donc, pour un joueur qui tournait à quasiment 19 points l'an passé en playoff, c'est très délicat. T'as parlé des playoffs. Et avant qu'on continue à faire ce récapitulatif des joueurs des Celtics sur le début d'année, j'ai vraiment une question, moi, qui m'obsède un petit peu en ce moment, quoi, parce que j'ai pas mal pensé à ce que font les Celtics, et je me suis demandé, j'essaye toujours de me dire pourquoi tu t'es trompé sur une équipe. Enfin, pour moi, c'est plus intéressant de se dire pourquoi je me suis trompé sur une équipe que pourquoi j'ai eu bon sur le bonne ou mauvaise saison d'une autre. Et en l'occurrence, avec les Celtics, je suis en train de me demander si leur campagne de playoff leur a pas fait plus de mal que de bien. Ça aura fait du bien parce que ça a donné de l'expérience à des très jeunes joueurs mis en responsabilité, mais ça a créé une hype autour de beaucoup d'entre eux. On va reparler de Jason Tatum, où j'ai l'impression que ça s'est créé totalement artificiellement. Tatum lui-même l'a déclaré qu'en gros, peut-être eux-mêmes se sont vus trop beaux. Est-ce qu'il n'y a pas eu de ça, par exemple, aussi pour un joueur comme Jaylen Brown? J'ai l'impression que on a limite vu
pour beaucoup de joueurs, ce qu'ils ont fait sur 3 semaines, quitte à oublier les 1 ou 2 années d'échantillons qu'on avait sur eux. C'est sûr que c'est sur le trio Rozier, Brown, Tatum, ils ont fait une super campagne de playoff et ça a même changé la vision qu'on avait d'eux sur leur saison régulière. Tu parlais de Tatum. Tatum, dans la saison régulière, il est pas du tout en course pour le titre de rookie de l'année. Hein. Il tourne à 13 points à peu près. Il prend pas énormément de shoot. C'est vraiment en playoff où il prend une autre dimension. Jaylen Brown, c'est un peu pareil. Voilà, quand tu joues plus de 30 minutes en playoff, voilà, c'est peut-être pas cette vue trop beau, c'est juste qu'ils ont Tom parle souvent de sa théorie du costume. Ils ont enfilé un costume pendant un mois. Et là, on leur a demandé de plus avoir enfilé ce costume. Mais eux, dans leur tête, ils se sont vus jouer comme ça. Ils se sont vus amener LeBron à un Game 7 comme ça. Et c'est difficile, je pense, pour eux de retrouver un rôle plus en deçà et faire passer l'équipe en premier lieu. Surtout pour un Terry Rozier ou des Jaylen Brown qui, même si Jaylen Brown, ça arrive plus tard, il y a le souci du deuxième contrat qui arrive très vite. Ok, si tu devais... il y a d'autres sujets qu'on va aborder, hein, mais c'est pour toi la raison numéro 1 du début de saison un peu difficile des Celtics, c'est la répartition des rôles? Ouais, la répartition des rôles. Stevens il a dit lui-même que voilà, il a mis 20 matchs à peu près à voir ce qu'il fallait faire pour vraiment chaque équipe, chaque année les rôles sont différents dans certaines équipes et là voilà il a terminé la saison l'an passé avec Jaylen Brown et Terry Rozier dans le 5 en option 3-4 même 2-3 et là il a fallu que Rozier soit le 7e homme et Brown se retrouve le 8e homme maintenant, donc c'est vraiment des nouveaux rôles et c'est difficile à accepter pour des joueurs, comme on dit souvent, c'est des joueurs tous les joueurs ont un certain ego quand tu es sportif de haut niveau et ça n'a pas été facile pour ces joueurs-là. Et surtout qu'ils n'ont pas progressé dans ce qu'ils auraient progressé, comme tu as dit, peut-être s'ils se sont vus trop beaux cet été, donc ils n'ont peut-être pas travaillé certains aspects de leur jeu qui auraient mérité un peu plus de travail. C'est surtout le cas pour Brown parce que c'est un joueur que j'adore, donc je regarde toutes ses possessions quasiment et c'est délicat cette année sur certains aspects de son jeu. Ok, tu as parlé de ces 20 matchs dont a eu besoin Brad Stevens pour comprendre un peu cette équipe et c'est vrai que si on regarde le bilan depuis en fait ces 20 premiers matchs, sur les 15 derniers, vu que l'équipe en a joué 35 à l'heure actuelle, le bilan est 11 victoires pour 4 défaites. Donc c'est hyper encourageant et c'est un peu le rythme sur lequel on imaginait voir les Celtics jouer tout au long de la saison. Tu peux un peu nous parler de ces 15 derniers matchs et comment ça a évolué du côté Celtics? Tu as parlé par exemple des Marcus Smart et Morris qui sont dans le 5. Comment on explique un peu ce coup de mieux côté Celtics, même si pour moi j'ai toujours du mal à retirer les yeux de ça, mais il y a aussi un petit calendrier un petit peu plus abordable sur ce moment-là. Ouais, pour parler du calendrier, les bonnes victoires un peu de cette série, c'est des victoires à l'extérieur. C'est à la Nouvelle-Orléans par exemple, c'était la première victoire d'une série de 9 de suite. Et à Minnesota aussi, c'est pas des victoires exceptionnelles, on va pas se mentir, mais c'est des victoires qui étaient importantes. Et puis il y a eu le match contre les Sixers à Noël aussi qui a été une bonne victoire pour l'équipe. En fait, ce qui a changé, c'est l'attaque. Alors c'est terrible pour les joueurs, les gens peuvent penser qu'avec Marcus Smart, l'attaque aurait pu régresser. Ça a été l'inverse en fait, parce que comme je l'ai dit, ça a permis à Kyrie de vraiment devenir un gros scoreur qui n'avait pas tout le temps besoin du ballon. Et surtout, Marcus Morris fait un énorme début de saison. Il est dans le top 3 des joueurs de l'effectif sur le début de saison. Il joue pour de l'argent, ça se voit vraiment. Puis même, il s'est fait éjecter contre Houston jeudi dernier. C'était une des premières fois de la saison où je le voyais vraiment s'énerver, prendre des techniques. Franchement, c'est un joueur qui est beaucoup plus calme, ce qui est exceptionnel pour Marcus Morris. Et voilà, mais c'est aussi, comme je l'ai dit, des shoots qui sont beaucoup plus pensés et pris intelligemment. Et donc le 5, Kyrie, Smart, Tatum, Morris, Horford, il a joué 121 minutes ensemble, c'est le deuxième 5 qui a le plus joué, puis il a un offensive rating à 120 quasiment. Avec un net rating à plus 14, ça défend moins bien qu'avec les autres, mais c'est parce que ça joue plus vite, ça shoot, il y a du spacing, et ça c'est vraiment très complémentaire. Marcus Smart apporte beaucoup de dureté défensivement, et puis quand il y a Al Horford, ça tourne beaucoup mieux. Al Horford a été blessé, il loupe des matchs, il a une limitation de minutes depuis qu'il est revenu. Aaron Baines s'est aussi blessé, donc c'est un peu délicat à l'intérieur. On se retrouve à jouer avec
Daniel Tice qui est pas tellement bon, qui s'est fait bencher contre Memphis, ça prouve un peu il s'est fait bencher pour Yabusele, donc c'est un peu délicat. Mais même si on aime beaucoup notre français. Mais voilà, c'est un peu plus de dureté, plus de spacing, parce que Brown et Hayward mettent rien dedans, tandis que Morris, lui, il a 43% à 3 points sur plus de 5 tentatives par match. Et puis par rapport à l'année dernière, sa sélection de shoot est exceptionnelle. Je vais peut-être te parler un petit peu de Kyrie, même si je te laisse un peu le gouvernail. T'as parlé de Kyrie, et c'est vrai que sur cette série de bons matchs des Celtics, les 15 derniers, Kyrie est assez incroyable. Il a joué 14 de ses 15 derniers matchs, il a raté la victoire contre New Orleans. Sur ces 14 matchs, il affiche des moyennes assez incroyables, 25 points, 5 rebonds, 7 passes, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est les pourcentages au tir. Il a plus de 50% de tir globalement et à presque 47% à 3 points alors qu'il en prend 7 par match. J'aimerais te poser une question. Comment tu vois ça? Est-ce que tu vois ça positivement en te disant, au moins Kyrie, il y avait quelques doutes sur lui parce qu'il revenait blessé, une de ses nombreuses blessures, et on voit que le Kyrie de Cleveland, le Kyrie capable de faire des numéros d'attaque et des numéros de solis comme on a vu à Noël et de retour, et ça c'est rassurant, ou tu lis ça plus inquiet en mode, on a déjà besoin d'un Kyrie à 25 points de moyenne sur des standards de playoff dès décembre pour gagner, c'est pas forcément ce qui me rassure. Je suis un peu entre les deux, réponse de très bons politiciens, on va pas se mentir. Mais en fait, dès le début de saison, quand j'ai vu le match contre Toronto, on a joué contre Toronto à la maison, et on a eu besoin d'un Kyrie à 45 points pour les battre, et je me suis dit qu'on avait, pour battre les grosses équipes dans les fins de match serrés, c'est Kyrie qui va avoir le ballon. On en parlait tous les deux le soir du match de Noël, où on disait peut-être les Sixers savent pas trop à qui donner le ballon en fin de match. Franchement, nous, on sait à qui le donner. Les gros matchs, il y a un match à Washington durant la série où il met des shoots mais incroyables. Je pense qu'on va, dans les fins de match, on va vivre et mourir avec Kyrie. C'est notre jeu qui veut ça. C'était un petit peu le cas avec Isaiah Thomas aussi, quand il était là avec Stevens, le meneur qui a beaucoup besoin de la gonfle en fin de match. C'est comme ça que ça peut fonctionner, avec après des bonnes décisions qui sont faites, parce qu'il peut faire des bonnes décisions. Kyrie, contre Memphis, il a réussi à bien servir Horford pour des shoots importants. Mais ouais, la Kyrie dépendance, alors c'est pas du tout ce qu'on voyait venir quand on voyait l'effectif, parce qu'on avait peut-être aussi l'idée de la profondeur de banc, comme je l'ai dit, on avait l'idée de ce qu'on avait vu de Terry Rozier l'an dernier en playoff, mais elle est vraiment là et on se rend compte que c'est le patron de l'équipe, c'est son équipe, et elle me fait peur, mais en même temps, pour terminer des matchs, et si j'ai besoin de scorer sur des dernières possessions, il n'y a pas énormément de joueurs que je prends au-dessus de Kyrie, quoi. Donc c'est un peu, je m'y attendais pas. J'ai peur pour certaines séries où il va falloir peut-être qu'il soit comme ça, incandescent sur 7 matchs. Mais c'est comme ça. Je me suis fait à l'idée que c'est comme ça qu'on gagnerait les gros matchs, je pense. Ouais. Et d'ailleurs, à ce titre-là, t'es d'accord avec Nate Duncan, d'autres sites souvent, qu'il avait aussi dit qu'en gros, maintenant, c'est sûr que les Celtics, c'est un peu une équipe très forte défensivement. C'est une des 5 meilleures défenses de la ligue, voire 3 meilleures défenses de la ligue. C'est une équipe défensive qui va vivre sur les exploits de Kyrie. Et en cela, moi, je suis assez déçu. J'avais d'autres espérances pour cette équipe que de devenir ça. Même si, en étant une équipe très forte défensivement qui base tes exploits sur un joueur avec le potentiel d'un Kyrie Irving, tu peux voir très loin. Faut pas dire le contraire. Mais vu l'effectif actuel, c'est assez décevant. Mais pour toi, c'est arrêté que ces Celtics version 2018-2019 seront comme ça. On n'aura jamais les Celtics qu'on avait pu espérer avoir en début de saison, c'est-à-dire cette machine avec des Tatum, des Hayward, etc. Ça sera peut-être pour l'année prochaine. C'est un peu, je pense, c'est aussi un peu de facto, parce qu'Hayward, qui est censé être le deuxième playmaker, est en difficulté. Je pense qu'on en reparlera, on va en reparler. Tatum, lui, l'année dernière en playoff, il a mis des gros tirs. C'est des tirs très importants. On sait qu'il peut le faire, qu'il peut faire du 1 contre 1 quand il le faut. Mais quand on a Kyrie sur le terrain, Kyrie est un meilleur joueur de 1 contre 1 que Tatum. Donc, de facto, c'est un peu Kyrie qui a le ballon. Et ouais, en fait, je pense que c'est un peu décevant, mais c'est dû à la forme actuelle des joueurs qui pourraient aider et prendre des gros tirs dans les fins de match. Parce que les 5 qui terminent les matchs, en gros, c'est Kyrie, c'est Marcus Morris, Tatum, Horford et souvent Marcus Smart. C'est un peu le 5 de départ, même si Jaylen Brown est chaud, il peut jouer. Terry Rozier, je pense moins. Donc, de facto, c'est Kyrie qui aura le ballon.
Alors soit ça peut jouer en pick and roll pour Horford, comme ce qui s'est fait contre Memphis où il a mis 2 gros tirs, et soit il peut trouver Morris qui peut mettre des tirs compliqués, mais bon, c'est un peu délicat. Je pense que Kyrie est la meilleure option. En fait, c'est juste que peut-être on s'attendait à moins jouer de matchs très serrés vu qu'on pensait rouler sur pas mal de monde, mais dans les fins de match, ouais, c'est ce qu'on a vu depuis un mois, c'est que c'est Kyrie qui a la capacité de prendre des choses en main et qui on vit et meurt avec lui, parce que s'il met rien dedans dans les fins de match contre Memphis, contre Philadelphie, à Washington, contre Toronto et compagnie, on n'a aucune chance de gagner ces matchs, parce que à part Tatum, pour créer son tir, c'est compliqué. Ça aussi, c'est peut-être un élément. On va aussi parler de Gordon Hayward peut-être par la même occasion. C'est qu'on avait entrevu un potentiel offensif également, parce que on sait que c'est quelque chose que moi j'y mets beaucoup d'intérêt. Mais la capacité d'avoir des joueurs dans son équipe capables de se créer leur propre tir et de jouer pas mal de 1 contre 1 et d'être assez efficace là-dedans. Kyrie en est un, mais peut-être un des problèmes des Celtics cette année, c'est le seul de l'effectif. Jason Tatum, lui aussi on va en parler, n'est pas aussi efficace qu'il a pu être en fin de saison. Là encore, pour moi, Tatum, c'est l'exemple parfait du joueur on a juste pris ce qui s'est passé en playoff en oubliant tout le reste et on a cru que ça allait être la continuité. Preuve en est que c'est pas le cas. Jaylen Brown aussi, et surtout Gordon Hayward, qui est l'ombre de lui-même, actuellement. Ouais, c'est compliqué pour Gordon Hayward parce qu'il faut différer entre l'affectif et le réel, en gros, ce qui se passe qu'on va sur le terrain. Et je pense que moi, le premier, j'avais pas pensé à la combinaison entre les facteurs psychologiques et physiques de sa blessure. C'est-à-dire que déjà, même quand il met un dunk, le banc se lève comme si c'était exceptionnel. Il a plus le même jump. Il a vraiment plus le même jump. Et puis, je le trouve lent. C'est-à-dire que c'était pas le joueur que je regardais le plus à Utah, c'est clair. Mais en termes de création de séparation, c'est délicat. Il n'arrive pas tellement à créer. Après, c'est un bon playmaker, c'est un très bon passeur. C'est un très bon joueur, Gordon Hayward. Mais il est en deçà des attentes. Et puis, psychologiquement, c'est pas simple. Comme tu le disais sur le match de Noël, t'as remarqué sa présence sur le terrain en fin de match que, limite par hasard, en fait, il est souvent sur le terrain parce que Stevens le connaît très bien. Et que quand les possessions offensives où on enlève Smart, on met souvent Hayward et ensuite on met Smart pour la défense, parce que c'est un deuxième playmaker qui peut permettre à Kyrie de pas forcément avoir la gonfle, et Kyrie peut sortir d'un écran pour maintenir le ballon. Il a ses capacités de playmaking, mais franchement c'est délicat, c'est très très difficile de regarder Hayward et avec l'image qu'on avait de lui avant. Il fait des bons matchs, des fois il peut péter des éclats, mais c'est très très inconstant. Je me demande d'ailleurs si on n'est pas à un stade où c'est au détriment de l'équipe de l'impliquer autant. Par exemple, je pense à une fin de match comme celle contre les Sixers, en l'occurrence, comme t'en as parlé. Ok, il est sur le terrain, peut-être que ça l'aide à le gaver de confiance, mais pour l'équipe, je vois pas l'intérêt. Comme tu l'as dit, moi, on en parlait en off, il y a un moment dans le match où je me suis dit, il touche la balle, je fais, ah, mais il est là, en fait. J'avais complètement oublié sa présence sur le terrain. Et quand on sait que certes, il y a des joueurs sur le banc qui déçoivent, mais qui sont, je pense, meilleurs que Gordon Hayward à l'heure actuelle, est-ce que c'est pas au détriment de l'équipe? Et est-ce que d'ici, je sais pas, peut-être 1 ou 2 mois, si Gordon Hayward continue à être autant en difficulté, on pourrait pas voir Brad Stevens diminuer son rôle volontairement en vue des playoffs? Potentiellement, oui. Après, comme je l'ai dit, ça permet à Kyrie d'un peu moins porter la gonfle et d'être prévisible en quelque sorte en attaque. Et tu penses mettre qui plutôt Terry Rozier, plutôt Jaylen Brown, c'est des joueurs qui shootent pas bien cette année. Donc pour le niveau du spacing, c'est délicat. Même si Hayward shoot pas excellemment bien, c'est un joueur, je pense que Stevens connaît, il a confiance en lui pour bien se placer, pour bien exécuter 1 ou 2 systèmes. Mais ouais, c'est pas le Gordon Hayward qu'on attendait. Mais est-ce que c'est pas la meilleure option pour le moment? Je sais. Moi, personnellement, non. Je ne pense pas. Je pense toujours que Jaylen Brown peut terminer les fins de match et qu'il a des choses à apporter dans cette équipe. Mais en même temps, il y a le statut du joueur qui a signé un contrat max et compagnie. Je sais que souvent les gens disent que c'est pas les contrats qui jouent sur le terrain. Là, force est de constater que c'est un petit peu le cas. Même si dans son rôle en sortie de banc, il est intéressant. C'est sûr que quand t'es second unit, pour le remettre en confiance, c'est pas mal. Et même là, il est pas non plus exceptionnel, tu vois. Donc c'est délicat. Mais par exemple, en termes de pourcentage de réussite, c'est ses pires pourcentages en carrière, sachant que c'est un joueur qui avait pas démarré en trombe sa carrière. Il a jamais été honteux en rookie, mais c'était pas non plus le rookie le plus sensationnel. Donc, le fait qu'on soit sur ses pires pourcentages en carrière, c'est assez significatif. On a été
pas mal négatif pour l'instant. Peut-être, on va glisser peut-être un peu plus sur le positif. Ça reste une très grosse défense, les Celtics, et moi j'ai été aussi impressionné par quelque chose. C'est la capacité de l'équipe à prendre des rebonds défensifs. On sait qu'historiquement, si on retire la saison dernière qui a été un petit peu le début de la révolution au niveau des rebonds défensifs, les Celtics avaient énormément de mal avec les rebonds défensifs. C'est devenu une équipe bonne en rebond, et j'ai l'impression que ça joue aussi sur le fait que cette défense, le jour où, comme on l'a dit, la défense est en place et Kyrie fait un peu ce qu'il a fait aux Sixers, les Celtics ont beau avoir un Gordon Hayward en dessous, un Tatum qui fait, on va en parler, qui est pas toujours en réussite, et des Brown et Rosier pas non plus inspirés, ça reste une équipe très 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 difficile à battre. Ouais, très difficile à bouger défensivement. En plus on a plusieurs profils défensifs, entre Horford qui, quand il joue, a une vraie science pour se placer. Franchement, ce qu'il fait défensivement, c'est très très fort. Je crois que quand on a regardé le premier match de la saison contre les Sixers, t'avais dit que ça avait été le meilleur joueur sur le terrain, je crois, si je me rappelle. Ouais. C'est parce que défensivement, bien sûr offensivement il a un rôle de facilitateur et compagnie, mais défensivement lui c'est vraiment par la science où il arrive à se placer. Puis on a des joueurs plus chiens de garde. Franchement, Marcus Smart, le voir tous les soirs, il te récupère un camion de ballons, il te défend des très bons meneurs chaque soir, ce qui permet aussi à Kyrie d'un peu se reposer, même si Kyrie défensivement, je trouve qu'il défend, des insiders des Celtics disaient qu'il avait jamais vu défendre comme ça depuis les finales 2016, donc c'est très intéressant. Il défend bien, l'équipe défend bien. Il y a jamais de joueurs qui sont laissés totalement seuls. On prend pas de shoot facile. Et puis on a au rebond, on a les armes pour prendre les rebonds. Même si Aaron Baines est blessé quand il est sur le terrain, c'est un très bon rebondeur. Daniel Theis apporte de la longueur. Même le petit Robert Williams, quand il a pointé le bout de son nez il y a 2-3 semaines, il a fait des beaux matchs défensifs avec de la dissuasion au panier. Et puis des joueurs qui peuvent prendre des rebonds. Les ailiers sont plus grands aussi, Tatum, Brown. L'équipe tourne bien au rebond, l'équipe tourne très bien défensivement. Et puis c'est l'encre de l'équipe, ça permet d'avoir une solidité. Je me dis jamais que on peut prendre l'eau totalement défensivement, même contre Houston ou des équipes comme ça, quoi. Ce qui est intéressant par rapport à ça, je suis d'accord sur le fait que Kyrie défende assez bien, mais bizarrement, j'avais lu un article d'SB Nation qui date d'un mois qui mettait ça en avant, le fait que les Celtics avaient tendance à prendre pas mal de points par les arrières adverses. Donc il y a un mois, donc on était sur le début de la saison. J'ai voulu vérifier ça en actualisant les stats, et c'est vrai que si on prend les 7 plus grosses perfs d'arrière contre les Celtics, on a donc Jamal Murray qui a aussi 48 points contre les Celtics. James Harden. Ça n'a pas aidé, ça. Oui, ça n'a pas aidé. James Harden à 45. On a eu Kemba à 43, Devin Booker à 38, John Wall à 34, Trey Burke à 29 et Donovan Mitchell à 28. Ça, c'était dans la série de matchs horrible, ça. Ça, c'est une série de 10 jours où on perd à Charlotte, on perd à la maison contre les Knicks, on perd contre le Jazz, un match que tu avais regardé aussi, je pense, pour faire ton profil. Où, défensivement, c'était une catastrophe. Comment t'expliques ça, en fait? Enfin, moi, je trouve ça intéressant parce que déjà, on voit des grosses perfs. Alors certes, c'est pas une honte de se prendre un camion de points par Harden, Walker ou Booker, mais c'est quand même c'est que des performances à plus de 38 points, c'est quand même notable. Et surtout, on remarque que c'est pas non plus des perfs. Déjà, c'est des perfs où les joueurs shootent bien. À l'exception de Donovan Mitchell et James Harden, ils sont tous à plus de 50% au tir, alors que c'est des arrières, c'est à noter contre la défense des Celtics. Et surtout, c'est des matchs dans lesquels c'est pas juste un exploit soliste. Les Celtics perdent dans les 7 matchs que j'ai cités, les 7 plus grosses performances derrière. Il y a que 2 victoires pour les Celtics. Ouais. Non, c'est des matchs où surtout on s'est fait matraquer sur pick and roll. Match contre Utah, match contre Charlotte avec le pick and roll de Kemba. Très difficile à défendre pour nous. Non, c'était pas une implication pas exceptionnelle. C'était la période où je pense l'équipe avait battu Toronto. L'équipe avait gagné des bons matchs, donc on s'est dit c'est bon, ça va, et on va pouvoir mettre plus de points que tout le monde. Et défensivement, il n'y avait pas le même effort, quoi. Pas du tout le même effort qui avait été mis en place. Le match contre Phoenix où Booker fait un gros match, c'est un peu pareil. Voilà, c'est un manque d'effort. C'est une équipe qui sait qu'elle a beaucoup de talent. Elle sait qu'elle a des All-Stars, elle sait que l'année dernière les joueurs l'ont amené au match 7 des finales de conf. Donc c'est un mélange de c'est la saison régulière, t'as pas tellement envie d'être une défense lockdown, et ça a beaucoup énervé Stevens qui dans les médias
a pas mal attaqué ça, le manque d'effort, le manque d'assiduité, et depuis ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que quand on joue contre des arrières où il y a du pick and roll, où il faut faire vraiment bien les efforts à chaque fois, faut pas laisser trop d'espace, on s'est fait allumer. Peut-être une dernière question, à part si tu as d'autres choses à dire avant de regarder un petit peu plus loin les playoffs, parce qu'on approche de la quarantaine de matchs, donc il faut commencer pour ce genre d'équipe à se placer vers les playoffs. T'as dit que c'est vrai que c'est une équipe qui a du mal contre les gros arrières sur le pick and roll. J'ai aussi remarqué que on parle d'une équipe des Celtics qui, et c'est assez marquant pour moi, dès qu'ils jouent une équipe qui écarte, a extrêmement de mal. Et pour moi, c'est pas un hasard que les Celtics réussissent très bien contre les Sixers, ont un peu de mal contre les Bucks, parce qu'on parle beaucoup de cette série cette très belle épopée de playoffs d'année dernière, mais on oublie que le match contre les Bucks, la série contre les Bucks, elle joue sur un match 7, ou dans une série où le troisième meilleur joueur des Bucks, Eric Bledsoe, est fantomatique du début à la fin. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a un petit peu la formule, on a un petit peu la kryptonite des Celtics avec les Bucks, et ce qui leur réussit avec les Sixers. Est-ce que j'ai un peu raison est-ce que c'est vraiment trop schématisé, ou c'est vraiment juste de dire que dès que les Celtics jouent une équipe qui est capable d'écarter vraiment le terrain, l'équipe perd de son assise défensive et de l'autre côté n'est plus si dominante que ça? Ça pose beaucoup de problèmes. On a perdu un match contre Milwaukee la semaine passée où on s'est fait en première mi-temps mais allumé à 3 points. C'est-à-dire quand t'as un joueur comme Giannis en plus, mais c'est-à-dire que même Thon Maker était à 4 sur 4 à 3 points, quoi. Bon, ça n'arrivera pas tout le temps, je pense, mais c'est arrivé ce soir-là. Le mot Horford a beaucoup manqué dans ce match. Horford, c'est le baromètre de l'équipe défensivement, et quand il est pas là, encore plus contre une équipe qui cartille et qui a un joueur comme Giannis qui est pas arrêtable, c'est difficile. Pour battre les Bucks, on a dû faire notre record à 3 points en début de saison. C'est une équipe qui m'embêterait beaucoup si je dois la croiser en playoff, ça c'est clair. Surtout parce qu'ils ont pas un banc des plus exceptionnels, et que nous, notre banc, il arrive pas à faire une énorme diff. C'est-à-dire que j'ai regardé sur NBA.com, il y a des stats sur tu peux isoler 3 joueurs qui jouent ensemble et voir en gros les stats de ces 3-là. Et en fait, pour moi, le trident du banc, vraiment sur lequel on doit s'appuyer, c'est Rozier et Ward Brown. Ils ont joué quasiment 200 minutes ensemble. C'est des joueurs qui ont tous été titulaires dans leur passé NBA, passé proche même. Ils ont un net rating à -4. C'est-à-dire que ces joueurs-là, quand ils jouent face à des secondes unités NBA, ils ont un net rating négatif. Pour moi, c'est pas possible. Si on doit progresser pour les playoffs et atteindre une autre dimension, il va falloir que ce trident-là et le banc comble les brèches, parce que contre Milwaukee, c'est comme ça qu'on s'est fait matraquer, parce qu'on pouvait plus marquer de points en fait. Et donc face à ces équipes-là, c'est très 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 délicat. Donc Milwaukee est un match beaucoup plus délicat que les Sixers, ouais. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, ou si on peut déjà s'avancer vers les playoffs. Je sais pas, je pense qu'on a pas... j'oublie Kylian Tatum. Comment j'ai pu oublier Kylian Tatum? Bébé Tatum. On en a pas parlé de Jason Tatum. Alors ça peut paraître fou quand même qu'on l'ait oublié, qui est donc sur une... Je vais un peu prendre la parole, et tu vas me dire si mon ressenti est le bon. J'ai l'impression... Alors encore une fois, pour moi, on est sur le cas du joueur qui, comme tu l'as dit, et très justement, je l'avais marqué dans mes fiches, j'allais le dire, l'année dernière, quand il y a eu la remise du trophée de rookie de l'année, qui, merci la NBA, est remis 2 mois après la fin de la saison régulière, forcément, on a eu ce que j'avais anticipé, moi, il y a 2 ans, quand on a commencé à faire les trophées à ce moment-là, c'est qu'on a complètement réécrit l'histoire, et qu'on a commencé à faire du titre de rookie de l'année une course à 3. Sauf que c'était pas le cas. Comme tu l'as dit, Jason Tatum il avait fait une bonne saison rookie, mais pas une saison rookie historique, comme ont pu le faire Donovan Mitchell et Ben Simmons. Et j'ai l'impression que cette année, en fait, on retrouve un peu le Jason Tatum qu'on a eu en saison régulière, avec quelques transformations dans son jeu. On le dit souvent, mais il prend beaucoup plus de shoots en dehors de la restricted derrière, ce qui n'a aucun sens, parce que c'est un joueur qui a près de 70% de réussite près du panier, ce qui veut dire qu'il est excellent dans ce domaine-là. Pourquoi il y va pas plus, ça reste un mystère. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le Jason Tatum de cette année, c'est juste un Tatum... C'est la continuité du Tatum de la saison régulière dernière, avec quelques modifications dans le jeu, peut-être quelques erreurs, quelques mauvaises habitudes qu'il a apprises, mais qu'en cela, c'est pas choquant. C'est vraiment sa campagne de playoff qui fait que les attentes ont été totalement disproportionnées. En soi, ça peut être décevant, mais c'est dans la continuité de sa saison rookie, il y a juste pas d'explosion. C'est que t'as tout dit. Je suis content. Non, mais c'est vrai, parce que même moi, j'ai pu être piégé par les 3 semaines de Tatum en playoff qui ont été très très fortes, quand même, faut le dire, pour un joueur de son âge. Mais sur la saison régulière, c'était un joueur qui était la 4e option de l'équipe.
quand Kyrie était sur le terrain, et il faisait ses choses. Pour ça qu'il avait aussi de très bons pourcentages, parce qu'il forçait rien, en fait, il forçait pas tellement de tirs, mais sa responsabilité a changé en playoff. Il a fait des bons matchs, il a fait des très grosses fins de match, il a mis des paniers importants, et donc ça a changé la vision du joueur, mais son amélioration entre année 1 et année 2, elle est tout ce qu'il y a de plus normal si on regarde juste la saison régulière. Après, on a été biaisé parce qu'on a vu en playoff. Et en même temps, c'est normal parce qu'il a fait des choses importantes. Donc, on peut aussi être un petit peu déçu. Moi, je le suis pas parce que c'est un joueur qui a tellement de potentiel que, voilà, je voudrais juste c'est dingue, mais je vais citer Marcus Morris en exemple. En termes de sélection de shoot, je voudrais qu'il fasse comme Marcus Morris. Parce qu'en fait, Marcus Morris, il a des petites stats l'année passée. Il prenait 38% de ses shoots à 3 points. Cette année, c'est 46%. Et il prenait 22% de shoot à mi-distance. Cette année, c'est 14. On voit l'aura d'un Brad Stevens. Je pense qu'il lui a dit, bon, tu vas arrêter. Tu me connais, l'année dernière, je pétais des plombs complets. Quand je voyais Marcus Morris faire ses dribbles sous la jambe et se lever à mi-distance, cette année, il fait plus ça. Et c'est plus Tatum qui fait ça cette année. Bon, voilà, tous les clichés dont il a travaillé avec Kobe et compagnie, bon, ok, très bien. Mais quand on gagne, facilement, il a une sélection de shoot beaucoup plus propre que quand il force et qu'il est... En fait, les shoots, il sait qu'il peut les mettre. Il les a mis en NCAA, il les a mis en playoff l'an passé. Mais comme j'ai dit, il pourrait aller au cercle bien plus facilement parce que lui, contrairement à Brown, il n'a pas de problème de dribble. Donc, c'est un peu tout ça, mais... T'as bien résumé la chose pour moi. C'est dingue quand tu dis il prenait des shoots plus faciles l'année dernière, alors qu'en soi la situation de l'année dernière était beaucoup plus précaire que celle de cette année. C'est quand même incroyable c'est vrai, mais c'est incroyable quand on prend un pas et qu'on se recule un peu de la situation et qu'on essaye de voir ça globalement, c'est incroyable de se dire ça. Parce qu'en théorie, avec Kyrie de retour, avec Hayward, bon, c'est le niveau d'Hayward, il devrait être en capacité d'avoir des shoots beaucoup plus simples, et c'est pas le cas. C'est peut-être ça qui est assez incroyable à ce niveau-là. Ouais. Après, c'est pas un shooter naturel, c'est pas un artilleur de loin, c'est quelqu'un qui aime bien créer son tir. Donc, bien sûr, s'il est touché à 3 points, il va le prendre. Mais il aime bien aussi, prendre le ball. Puis il a un très bon dribble. Genre, franchement, il met des joueurs dans le vent assez facilement avec son dribble, avec ses feintes. Donc, c'est un joueur qui est très à l'aise. Et donc, il peut tomber dans une caricature de Kyrie 2.0 un peu plus grand, qui veut faire un peu son show, mais il est jeune encore. Je pense que il faut mixer entre ce qu'on a vu l'année dernière, en playoff, et se dire que voilà, on est un peu dans la normalité, c'est juste que peut-être on a été un peu trop hypé par ce qu'on a vu. Dernière petite chose, tu parlais de Tatum qui devrait peut-être plus s'inspirer d'un Marcus Morris. T'as pas peur du syndrome Rockets qu'on soit vers une équipe qui soit tire dans la raquette, soit à 3 points? Ouais, si. Faut pas tomber dans la caricature. Faut prendre des bons tirs. En fait, c'est ça. Si c'est des tirs à mi-distance où il est ouvert, il les prend. Je veux juste pas qu'il dribble et qu'il se retourne et qu'il prenne des step back compliqués, qu'il prenne, des turnarounds compliqués, ce qu'il aime bien faire. Et en plus, il les met des fois, donc il les met, donc ça le met en confiance. Pas tomber dans une caricature de basket, parce que j'aime pas du tout ça, mais prendre des bons tirs. Surtout qu'avec le jeu de Stevens, le jeu de passe qui est celui des Celtics, on peut vraiment avoir des bons tirs à chaque fois. Et d'ailleurs, oui, t'as raison, d'autant plus qu'il faut pas tomber dans cette caricature, parce que les Celtics, c'est déjà une des équipes qui provoque le moins de lancers francs. Donc si tu commences à vraiment juste passer ta vie derrière la ligne, tu pourrais vraiment être dans une situation où tu fais que tir à 3 points, provoque aucun lancer franc, ça sera assez compliqué à ce niveau-là. On va un petit peu s'avancer niveau playoff. À l'heure actuelle, les Celtics sont à 21-14, 5e à l'Est. Et tu me connais, j'ai beaucoup de théories. J'en ai, c'est pas une théorie, c'est une nouvelle, c'est juste une idée comme ça en préparant l'émission. Je me suis dit que vraiment cette place de 5e à l'Est, si jamais, parce que la saison est encore longue, il y a que, par exemple, les Celtics ont que 2 matchs et demi de retard sur les Pacers. Si jamais cette 5e place venait à être une équipe autre que les Pacers, donc un des membres du top 4, c'est-à-dire Bucks, Raptors, 76ers ou Celtics, je donnais à cette équipe 5e pas la moindre chance d'aller en finale NBA, parce que pour moi, les 4 équipes que j'ai citées là doivent avoir comme objectif d'aller en finale NBA, elles sont taillées pour ça. J'arrive pas à voir dans cette conférence-là, avec ces 4 équipes qui sont des équipes particulièrement bonnes à domicile, chez eux une capacité à aller gagner 3 séries de playoffs compliquées à l'extérieur. Est-ce que j'ai faux ou pas? Parce que du coup, la question qui se pose derrière, c'est si jamais les Celtics venaient à finir à cette 5e place, est-ce que tu les vois aller vers les finales NBA? Ce qui leur était promis il y a 4 mois de ça. L'année passée en playoff, on a gagné un match à l'extérieur. Oui.
Donc c'était compliqué. On en a perdu qu'un seul à la maison, c'est celui qu'il fallait pas perdre. Compliqué parce que aller gagner à Toronto, c'est compliqué. Milwaukee, on n'a pas encore joué ces grosses équipes là à l'extérieur, sauf Toronto. Milwaukee et Philadelphie, je parle. Ça paraît vraiment compliqué. Après, moi je pars toujours du principe que sur une série de playoffs à l'Est, je sais qu'on a les capacités de faire quelque chose à chaque fois. Genre je me le dis, on a une équipe pour poser des problèmes à tout le monde. Tout le monde va nous poser des problèmes, mais on a une chance. Pour moi, on a une chance à chaque fois. Mais avoir l'avantage du terrain, surtout au TD Garden, c'est quelque chose d'essentiel. On l'a vu l'an passé. On jouait beaucoup mieux à domicile qu'à l'extérieur. On avait des joueurs jeunes qui pouvaient se laisser influencer un peu à l'extérieur. Les séries à Milwaukee, on a pris l'eau complet à l'extérieur. Donc ouais, si par mésaventures on finit 5e, ça va être très compliqué pour ne serait-ce qu'aller en finale de conf. Je pense il faut avoir l'avantage du terrain. On a l'équipe pour aller en finale NBA, mais il faut avoir l'avantage du terrain. D'ailleurs, t'en as parlé, les finales NBA, la plupart, et je pense que tout le monde dans l'équipe, peut-être à part Tom, mais vous annoncez en finale NBA, on est presque à la mi-saison. Après ce début un peu difficile, est-ce que ça a changé? Est-ce que tu vois toujours ces Celtics comme l'équipe taillée pour aller en finale NBA, ou quand on voit les Bucks, sachant comme on l'a dit, les Bucks posent un problème de match-up, ou les Raptors, tu te dis, ok, sur le papier on a la meilleure équipe, mais là où il y a 3 mois de ça, pour moi ça aurait été vraiment une contre-performance de tomber avant les finales NBA, c'est de plus en plus probable que cette équipe-là n'aille pas en finale NBA. Ouais, ça m'embête de le dire, mais ouais, je suis arrivé plus à ce stade-là. Pour moi, si tout se passe bien, franchement, on a la meilleure équipe à l'Est. Pour moi, genre la mieux taillée, mais avec ce que montre Kawhi à Toronto, Giannis à Milwaukee, même les Sixers, même si on a un peu d'avantage sur eux, on sait pas ce qui peut se passer avant la trade deadline et compagnie. Là, l'effectif sera peut-être pas le même en avril-mai. J'aurais dit que c'était totalement une contre-performance de pas aller en finale NBA en début de saison. Là, j'ai peut-être un peu revu mes attentes à la baisse, mais je te le dis toujours, pour moi, on a l'équipe pour aller en finale, et si on perd contre Toronto, si on perd contre Milwaukee, je serais très déçu. Genre, je peux pas me dire non, ils sont meilleurs que nous, tu vois. Je peux pas. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que tu t'es un peu rattrapé tout à l'heure, mais tu parles beaucoup de Milwaukee, Toronto. On en a déjà parlé, on a fait un peu référence à ce match de Noël. Mais pour toi, les dangers principaux au niveau, enfin, les vrais dangers pour les Celtics, c'est vraiment Milwaukee, Toronto, et tu mets Philadelphie, on n'a même pas parlé d'Indiana, un peu un cran en dessous. C'est vraiment Giannis, Kawhi qui te font peur. Ouais, parce que c'est des équipes où les rôles sont bien répartis. C'est des équipes où il y a de très bons role-players qui sont très, très intrigants. C'est des équipes qui peuvent te sortir des 5 de la mort. Et donc, où nous, notre 5 de la mort, il n'aura pas totalement l'avantage. Là où il a l'avantage contre Philadelphie, parce que même si Embiid a une meilleure condition physique que l'an passé, on peut toujours un peu le fatiguer. Et parce que Philadelphie, je suis désolé, mais il joue à 5, il joue à 6. Aujourd'hui, il joue à 6. En playoff. Alors, leur 5 de départ est très très fort. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tu vas les faire jouer un camion de minutes parce que en sortie de banc aujourd'hui, qui sort du banc pour eux? TJ McConnell, Landry Shamet, Furkan Korkmaz, Mike Muscala. Franchement, sur une série de playoffs, c'est pas. Je pense qu'ils ont tout intérêt. Ils vont prendre d'autres joueurs. Là, ça pourrait être plus intéressant. Et parce que, on en a déjà parlé tous les deux le soir de Noël, sur la fin de match, c'est débile de dire ça, mais en playoff, on a joué beaucoup de fin de match contre Philadelphie. Il y a une répartition des rôles que je trouve délicate. Et je pointe un peu la faute sur Brett Brown. Moi, je trouve qu'il fait pas souvent les bons choix. J'ai moins peur de ça, même si leur 5 de départ est Embiid et exceptionnel. Mais totalement. Moi, ce que j'avais dit après le match de Noël, c'est qu'en fait, la médiocrité, même pas, c'est pire que ça, vraiment, l'incapacité des Sixers à finir un match, ça a permis aux Celtics de faire croire que c'était une bonne équipe de fin de match, alors que c'est aussi une équipe qui a du mal en fin de match, en fait. C'est juste que ils sont tombés parmi les grosses écuries, celle qui est incapable de finir un match. Mais pour donner mon avis, parce que là, j'ai l'impression d'être intervieweur, mais c'est vrai, mais c'était le but. Je suis plutôt d'accord avec toi. J'avoue que là, on est à l'heure actuelle, je mettrais peut-être Philadelphie, un cran en dessous, parce qu'en termes de match-up, j'ai pas l'impression que ça va bien. Mais vraiment, entre Bucks, Raptors et Celtics, c'est assez difficile de savoir qui est meilleur que l'autre, sachant qu'on a été un peu dur sur les Celtics parce qu'ils ont, et Alan a été dur sur les Celtics, ce que je trouve assez incroyable, ça me surprend. Mais faut quand même rappeler que c'est une équipe qui est top 5 défense et qui s'approche du top 10 en attaque. Quand tu es top 10 dans les deux catégories, en général, t'es bien. En général, tu joues une finale de conf. Ouais.
L'attaque va beaucoup mieux depuis les changements, depuis les nouveaux rôles attribués. Si on peut avoir un peu tout le monde qui se met au diapason, si on peut récupérer Baines qui est important. Et puis si voilà, Brown, Rozier, Hayward, voilà, pour moi c'est le trident du banc qui doit vraiment progresser parce que face au banc à l'Est, tu peux pas avoir un net rating négatif avec ces 3 joueurs-là sur le terrain. C'est pas possible pour moi. Et ben là, on va prendre totalement une autre dimension et la dimension attendue. C'est pas de la déception, c'est la déception. Tu recalibres les espérances en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis aussi parce que Terry Rozier, on en a pas trop parlé, mais en fait, il est pas du tout à l'aise dans son nouveau rôle, son rôle véritable en fait. Parce qu'il a pris le costume de Kyrie pendant un mois. Mais là, il force beaucoup. Il joue avec une pression, la pression de l'argent, la pression pour prouver qu'il peut être meneur dans une équipe autre que Boston. Il l'a dit. Il dit, moi, je peux être meneur titulaire dans une autre équipe. Des équipes le pensent, ça, je sais pas. Je pense qu'il peut avoir de l'argent sur ce qu'il a montré en playoff l'an passé. Parce que, franchement, il jouait quasiment 37 minutes par match, quasiment 17 points par match. Franchement, c'est fort pour ce qu'il a fait. Mais en fait, dans son nouveau rôle, il en fait trop. Il est pas assez distributeur. Il prend des shoots casse-croûte. Donc c'est... Lui, s'il se remet à son niveau juste de l'an passé, ça va déjà faire du bien. C'est très important qu'il le fasse parce que on n'a pas d'autre solution à la main derrière, parce que sinon c'est Brad Wanamaker qui est en fait un joueur qui est là pour le vestiaire, hein, même s'il joue des fois, il est intriguant. C'est Rozier qui dans la vingtaine de minutes où il joue doit faire bien mieux. J'allais justement te parler de Scary Terry pour finir la séquence en parlant de trade. Oui, on parle trade après avoir parlé de playoff. Là, on se rapproche tranquillement de la trade deadline. C'est dans quoi, 5-6 semaines maintenant. On sait que les Celtics, ça fait quoi depuis qu'on a commencé l'émission en fait, hein, ils sont toujours dans les rumeurs de trade. D'abord, est-ce que t'imagines un trade d'importance au niveau côté Celtics avant la trade deadline? D'un point de vue extérieur comme le mien, ça paraît très très improbable. Ouais, parce que alors si les gens disent que la Celtics Nation tend à surcoter ses joueurs, je pense que nos dirigeants aussi le font. C'est-à-dire qu'il y a une très 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 haute estime de nos joueurs. Alors moi ça me va parce que c'est du joueur que j'ai très attaché et j'aime beaucoup, mais on pourrait récupérer un shooter. Ça serait, en fait je voudrais plus un role player, essayer de récupérer un role player. On a 4 tours de draft, 4 premiers tours l'an prochain, donc si on peut récupérer ça pour un shooter, ça peut être un peu cher payé, mais si on peut avoir un shooter qui est un peu capable de défendre, ça peut être intéressant, parce que l'an passé on avait Semi Ojeleye qui jouait un peu, là il joue beaucoup moins et il est un peu en délicatesse avec son tir. Alors il va en mettre, mais il est capable de mettre des gros airballs, donc c'est pas un joueur sûr même s'il est là. Donc si on peut récupérer peut-être un shooter, ça, je trouverais ça intéressant, parce qu'on a, si tu me dis est-ce que vous avez un shooter spécialiste aux Celtics? Il n'y en a pas en fait, parce qu'en plus Rozier, Brown et Hayward sont en délicatesse avec leur shoot. Donc peut-être aller récupérer un shooter, mais pas lâcher un joueur de l'effectif actuel, ça je pense pas. Ok. Bah, je pense qu'on va conclure comme ça. Le mot de la fin, tu n'as rien à rajouter. Je pense qu'on a 50 minutes sur les Celtics, tu es au firmament, au paradis. J'ai rien à... Non, j'ai essayé de faire preuve d'objectivité, parce que bon, dans l'épisode de Noël, j'ai été... accusé, n'est-ce pas? Non, mais assume que t'as dit exactement la même chose dans la première version qui est jamais sortie. Cette version existe-t-elle? Je ne sais pas. Mais mais c'est oui, j'ai assumé mes propos. J'assume mes propos. Je suis, je pense, le moins objectif de l'équipe. Ouais. Mais tu es un des plus objectifs des fans des Celtics. Ouais, j'ai toujours essayé d'être ça, c'est vrai. Et quand on me fait ce compliment, c'est pas mal, parce qu'on a. Mais être le meilleur, être l'un des plus objectifs des Celtics te rend pas objectif normal. Ça doit être ça. Après s'être fait des amis avec tous les fans des Celtics, oh là, ça fait 2 semaines où là, je pense on s'était on avait redoré notre blason sur les 6 derniers mois. Là, je pense que on a déterré la hache de guerre. On va marquer une petite pause et on se retrouve juste après pour l'overtime. On a donc appris ce samedi le probable forfait de John Wall pour le reste de la saison. Le meneur devrait être opéré au talon. C'est un talon qui gêne depuis plus d'1 an. Ce qui fait que ce talon pourrait opérer bientôt, va l'écarter des terrains jusqu'à la fin de la saison. Alan, les Wizards étaient déjà assez éloignés des playoffs. Qu'est-ce qu'on pense de la suite de la saison des Wizards sans John Wall?
eux qui galéraient déjà avec John Wall. Ça ressemble un peu à une sale histoire, quoi. C'est rien ne va. Non, mais c'est vrai, sur le début de saison des Wizards, c'est compliqué. Alors, il faut éviter, je pense, tout de suite de parler du contrat de John Wall, même si, bon, oui, c'est important, mais bon, là, il est blessé. C'est plus au niveau de la santé du joueur. Est-ce qu'il pourra revenir l'an prochain au niveau qui était le sien? Parce que, faut pas oublier quand même que il y a 2-3 ans, il était bien placé, je crois, même au classement d'MVP de John Wall. Il avait fait des grosses saisons. Donc, est-ce qu'il va pouvoir revenir en bonne santé? C'est lui sur lesquels les Wizards ont en quelque sorte parié, même si c'était un peu de facto pour leur futur. À voir. Est-ce que ça va accélérer potentiellement d'autres moves? On verra. En tout cas, pour moi, ils ont intérêt à aller chercher un haut choix de draft. Vraiment. Il n'y a plus rien à... Pourquoi tu veux aller en playoff sans John Wall et te faire martyriser au premier tour? Je suis pas sûr que ce soit une belle idée. Surtout qu'à l'heure actuelle, ils sont à 4 matchs des playoffs déjà. Ils sont à 4 matchs de Détroit 8e et aussi à 4 matchs des Hornets qui sont 7e. Mais surtout, ils sont pratiquement aussi... ils sont à 6 matchs des Cavs qui sont un petit peu largués. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que c'est pas le moment où on se dit côté Wizards, parce qu'il y a eu ces rumeurs qui ont flotté comme quoi l'équipe commençait à être prête à tout exploser il y a quelques semaines de cela. Ils ont eu un mieux depuis, mais il y a eu John Wall qui est tombé maintenant. Est-ce que c'est peut-être pas le moment où les trades d'un Bradley Beal ou d'un autoporteur qui sont annoncés depuis pas mal de temps, est-ce que c'est pas le moment où tu les mets en place? Parce qu'à l'heure actuelle, ils ont le 25e bilan de la ligue et ils sont, comme je l'ai dit, qu'à 6 matchs, c'est un grand mot, des Cavs qui ont le 30e bilan, pardon. Tu pourrais t'assurer un top 5, top 7 de draft en allant tanker. Tu pourrais t'assurer ça, et en plus, sans faire trop de projections, ça sert à rien. Si on parle d'une draft d'ailier, ça pourrait remplacer autoporteur, par exemple, que tu pourrais lâcher, et donc avoir plus de cap space potentiellement, surtout te libérer du contrat d'autoporteur, et voilà, récupérer un bon joueur, un jeune bon joueur qui pourra venir un peu apporter de la fraîcheur dans cette franchise qui est un peu morose depuis une année, plus d'une année maintenant. Ça peut être l'effet domino, je pense, et ça serait bien pour eux. Après, ils n'ont pas montré d'énormes capacités à vraiment accepter le fait qu'il fallait peut-être faire quelque chose. Le trade de Trevor Ariza d'il y a 3 semaines, moi je le vois plus comme ah oui, mais on va ramener Trevor Ariza, ouais, ça marchait bien avant, regardez, on peut jouer les playoffs. Résultat, ça s'est pas du tout bien passé. C'est pas Trevor Ariza qui a changé grand chose. Ils ont perdu Kelly Oubre qui aurait pu être un asset pour récupérer un pick ou quelque chose comme ça. Les signes sont pas vraiment ceux de on va peut-être essayer de tanker pour aller récupérer un haut choix de draft ou récupérer des choix de draft pour des joueurs. Après, ils peuvent profiter d'une équipe qui est un peu en panique et qui se dit bon, on va chercher autoporteur ou on va chercher Bradley Beal. En tout cas, ça sert à quoi d'aller en playoff? Ça sert à rien. Non, mais d'ailleurs, je pense, sans trop m'avancer, que s'ils avaient eu l'info du forfait de John Wall, très probable, pour l'instant c'est sûr à 95%, ce qu'on est en train de dire, je pense pas que le trade de Kelly Oubre aurait été mis en place comme ça, parce que là on sait, même si, et c'est bon à le rappeler ça, il y a eu la période la saison dernière, John Wall a raté pas mal de matchs la saison dernière, où ils avaient eu Thomas Satoransky en meneur, et bizarrement ils avaient fait ils avaient aussi une bonne période avec Thomas Satoransky en meneur. Seulement, j'ai un peu de mal à les voir réussir ça à nouveau cette année, avec tous les problèmes qu'on leur connaît. Et du coup, j'en reviens à ce que je voulais dire de base. Je pense que le trade de Kelly Oubre je pense pas qu'il se serait fait avec ces éléments-là, parce que clairement, si les Wizards étaient une franchise bien gérée, on prendrait, j'arrive plus à parler, je m'excuse, mais on profiterait de ce moment-là pour tout exploser. En l'occurrence, on l'a déjà dit ici, que les Wizards sont probablement si ce n'est la franchise la plus mal gérée de la ligue, et ça part du propriétaire et des dirigeants qui ont en fait plus d'intérêt dans la franchise de hockey que dans celle de NBA. Donc rien ne se fait. Mais là, je vois pas de meilleur moment pour bouger. J'en vois pas, et pour moi, Bradley Beal devrait commencer à être courtisé. Et d'ailleurs, oui, vas-y. Bah non, vas-y, termine, je reprendrai après. Et d'ailleurs, sachant que je commence à m'auto-créer une hype Lakers dans ma tête, ce qui n'est jamais bon, je précise, les Lakers feraient mieux d'appeler. Là. Ah, on en avait parlé ça. On en avait parlé, ouais. Pour Bradley Beal, ouais.
Ouais. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de dire à tes superstars, bon, on va tanker, va sur le banc, que, en fait, dire bon, bah, c'est bon, maintenant ils sont blessés, on peut le faire. En gros, publiquement, c'est plus simple. C'est difficile de dire à John Wall, Bradley Beal, bon, les gars, on va plus jouer parce que on va essayer de récupérer un bon pic. Là, bah, dans tous les cas, John Wall, il joue pas, et si Bradley Beal est échangé, tu vas aller récupérer un haut choix draft. Moi, je pense que ça serait une bonne chose pour eux. Dans tous les cas, ils auront John Wall l'an prochain. Parce que s'il est blessé, tu peux pas l'échanger maintenant. Donc, va essayer d'aller récupérer voilà, un gros joueur, un gros jeune potentiel, un top 3, top 5. Ils en ont les moyens. S'ils veulent, ils peuvent sortir des line-up pas joli. Donc, c'est potentiellement faisable. Il faut avoir le courage de le faire, c'est tout. Surtout, comme on l'a dit, si tu restes en l'état et que t'insères Thomas Satoransky dans le 5, je suis pas sûr que, certes, les playoffs, je pense pas que tu les accroches, mais tu vas pas perdre beaucoup de matchs. Tu vas continuer. Dans le ventre mou. Ouais, tu vas être, en termes de bilan, si on prend toute la ligue, tu vas être quoi, entre 23 et 18. Et encore 18, ouais. C'est peut-être un peu haut. Mais tu vas être dans ces eaux-là. T'as pas trop d'intérêt à être à ce niveau-là. Hein. Tu vas te taper en fin de loterie. C'est pas exceptionnel. Hein. Surtout vu leur division. On le rappelle assez, c'est une division très faible, donc tu peux gratter des victoires à ton insu, ouais. Tu peux gratter des victoires et qui ne t'arrangent pas forcément. Voilà, pour une fois, on a réussi à parler des Wizards sans se moquer d'eux, mais c'est vrai que c'est leur tentative qui pouvait se comprendre. Hein. Alors certes, on a pu se moquer de leur idée en gros, de ramener un paquet de vétérans pas toujours les plus sûrs dans un vestiaire et d'essayer de les faire jouer tous ensemble. Bah, ça s'avère être un échec, mais c'est pas un échec sur le terrain, c'est ça qui est un peu malheureux pour eux, c'est que Dwight Howard a été blessé, John Wall maintenant est blessé, mais je pense que cette ultime tentative de faire du bricolage, ça doit maintenant les convaincre que c'est fini quoi. Il faut vraiment maintenant peut-être enclencher quelque chose et casser ce trio Bill, Porter, Wall. Si t'es pour Bill, tu préfères récupérer des pics ou des jeunes joueurs. Ça dépend, t'écoutes, mais bon, tu ciblerais plus quoi. Peut-être des jeunes joueurs parce que n'empêche John Wall il approche de la trentaine, il a 28, il va donc en gros vu son contrat qui va être difficilement échangeable, je pense qu'il faut quand même un peu de concret vite. Après à voir ce que je m'arrête pas à quelque chose mais je veux le plus possible. Après moi Bill, je pense que c'est quand même un joueur 25 ans, il a quand même une très grosse valeur à l'heure actuelle. Ouais. C'est un joueur qui peut shooter l'arrière, c'est vraiment un joueur qui a une grosse valeur même si moi je me méfie toujours de ses problèmes de blessure. À voir, mais l'occasion est trop belle pour ne pas en profiter. Après, la petite bonne nouvelle, juste, je vais l'insérer comme ça, mais Thomas Bryant, qui réussit des belles choses avec eux, je suis content parce que c'est un joueur que j'apprécie vraiment. Et il avait fait une pige côté Lakers, il avait pas été conservé, et franchement, je suis content pour lui. Je pense que ça peut être un bon pivot NBA, borderline titulaire backup, et je suis assez content de ce qu'il fait du côté de Washington. S'il arrive à faire des choses du côté de Washington, c'est qu'il peut faire des choses vraiment ailleurs. Ouais. Mais voilà, rien d'autre à dire sur Washington. Le truc, c'est qu'on dit qu'ils bougent, on leur conseille de bouger, mais ils vont pas bouger. Hein. Je suis pratiquement certain qu'ils vont pas bouger. Hein. Ou alors ils vont bouger pas à fond, bouger moyennement, c'est-à-dire pas. Ouais, ils vont bouger un Marcus Morris, un Markieff. Ouais, voilà, bouger Markieff Morris ou bouger ton ami Jeff Green. On est à la mi-saison. Et comme chaque année, la malédiction de Jeff Green va se mettre en place, une équipe va réussir à se convaincre que Jeff Green est une bonne idée. J'attends cette équipe. Tous les ans, il y en a une qui se dit en février, non mais Jeff Green, les gars, je pense que c'est la bonne idée. Et non, les gars, ça n'a jamais été la bonne idée. Mais non, je critique Jeff Green, mais le mec a passé la trentaine et toujours en NBA, enfin, ce stade-là, c'est une longue carrière, donc bravo à lui. Longue carrière de fumisterie, mais ça reste une longue carrière. Il faut la souligner. À part ça, pour conclure, vu que là, niveau timing, on a été plutôt bon cette semaine, est-ce que t'as des choses dont tu veux parler, revenir sur les matchs de Noël? Je sais pas. Pour une fois, on est souvent très calibré. Là, je te laisse libre cours. Il y a LeBron, quoi. J'ai pas le souvenir d'une blessure comme ça de LeBron, qui se pète un peu, et les Lakers qui arrivent quand même à gagner ce match aux Warriors. C'est plus les Warriors qui ont terriblement mal joué, j'ai trouvé, genre vraiment apathique.
Parce qu'après, on voit les Lakers qui ont perdu 2 matchs de suite contre les Kings et contre les Clippers. C'est peut-être plus les Warriors où, je sais pas, il y a un truc qui va pas en ce moment. Ouais, les Warriors, ils vivent sur leur acquis. J'ai déjà dû faire cette comparaison, mais j'ai l'impression de voir, tu vois, cet élève là que t'as eu dans ta classe, totalement insupportable parce qu'il est bon, mais en fait, il vit sur ses acquis. Tout le monde pense être cet élève, mais les gars, non, vous êtes pas tous cet élève en fait. Mais en fait, il vit sur ses acquis et il y a un moment, il prend le mur en pleine tête parce qu'il arrive à un moment où tu peux plus rigoler. Le fait est que les Warriors, c'est cet élève, mais si Einstein était cet élève, c'est ça le problème. C'est qu'ils ont tellement de marge qu'ils peuvent vraiment pas faire les DM et avoir 18 ODS. C'est ça leur problème. C'est ça. Mais je trouve ils ont surtout pas de banc en fait. Mais c'est une catastrophe. On peut dire que c'est le bon côté du CBA parce que s'ils avaient un gros banc, on pourrait dire non mais attendez, comment on fait en fait? On joue ou c'est comment? Mais c'est très parce que là au match de Noël, Jerebko, Alfonso McKinney, il y a que Iguodala qui a été bon, mais le reste c'est très 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 compliqué. Jordan Bell, il a beau être le chouchou de Tom, c'est un joueur intéressant, mais il est pas non plus exceptionnel. Ton ami Damian Jones est blessé, je crois. Mais oui, ils ont des problèmes de blessure. Et comme pour moi, t'as parlé de Jerebko, il est super important pour cette équipe à l'heure actuelle. Ouais. Et je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, que ce soit une bonne nouvelle pour eux. Une bonne nouvelle. Et ni une bonne idée d'ailleurs. Les deux marchent. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit super pour eux. Donc côté Warriors, c'est assez inquiétant. Mais c'est le 7e joueur. Hein. C'est le 7e joueur, Jerebko. Aujourd'hui pour les Après, Warriors. on leur donne le bénéfice du doute, mais je pense qu'ils sont plus sujets à être tapés. En fait, leurs joueurs, les Curry, etc., sont à un niveau. C'est juste qu'à un moment, vu que les séries de playoffs à l'Ouest, va falloir aller les gagner. Si jamais ils ont une petite blessure, je pense qu'à l'usure, ils pourraient être dépassés. Pour ça, je reviens au sujet Celtics. Pour ça qu'il faut absolument à l'Est pas finir 4 ou 5. Parce que 4 ou 5, c'est 3 séries de haut niveau. Si jamais tu passes. Si jamais l'équipe... Il faut jouer les Pistons ou les Hornets au premier tour. Ah mais absolument. Pas tergiverser. Et côté Lakers, comme on l'a dit, blessure de LeBron qui s'ajoute à celle de Rondo. Beaucoup disent que c'est le moment où on va juger les Lonzo par exemple. Lonzo va mieux. Et je dis pas ça parce que j'aime bien le joueur, mais tout le monde dit qu'il a peur de De'Aaron Fox et compagnie. Il a fait un très bon match contre Sacramento. Après, Sacramento a gagné le match. Je veux pas attaquer les fans des Lakers, mais ils se sont pas vannés sur le fait que Lonzo a arrêté De'Aaron Fox. Oui, mais à la fin, c'est l'équipe d'en face qui a gagné. Ouais, mais attends, ils mènent de 15 points, je crois, à 5 minutes de la fin, ou quelque chose comme ça. Ils se font, mais la fin de match, c'est pas normal. C'est une faute professionnelle de comment ils jouent. Tu peux pas faire ça. C'est une suffisance terrible qui est très très délicate. Après, oui, on va voir là, avec les blessures, pour les matchs sur LeBron, le trio Lonzo, Ingram, Kuzma va être en partiel, on va dire. Voilà, ils vont devoir montrer un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Ça va être vraiment un révélateur parce que, comme on l'a dit, cette année à l'Ouest, il y a 14 équipes. Les Suns jouent. Pas de match facile, ouais. Pas de match jouent facile. La CFA. Même les Suns gagnent des matchs, excusez-moi, mais ils ont fait un road trip en positif, je crois, à l'Est. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils gagnent des matchs. Oui, d'ailleurs, oui. Pourquoi je l'ai pas noté ça? Parce que d'ailleurs, en voyant ça, je me suis dit, voilà les Suns que j'avais un petit peu hypé. Mais bon, dès qu'ils vont rentrer à la maison, ils vont se faire bien sûr torcher. Mais il y a 14 équipes contre lesquelles tu dois jouer, et on sait que les Lakers d'avant LeBron, les Lakers des Kuzma, Ingram, Ball, c'était une équipe qui jouait la loterie. À voir, j'ai peur ce bon momentum qui commence à se créer, je sais pas, qui partent un peu avec la blessure de LeBron. Après, il est pas absent 6 mois, donc ça va aller, mais à voir, ça va être un test pour eux. Ouais, parce qu'il y avait un truc plutôt positif qui se crée. Franchement, la première mi-temps à Golden State, elle est d'un bel acabit, même si, comme on l'a dit, Golden State est vraiment pas bon. Les Lakers font ce qu'ils ont à faire. Franchement, ce mélange avec les un peu vieux taris, il est pas si horrible que ça, quand on y repense quelques mois après. Totalement, ouais. Ils apportent ce qu'ils doivent apporter. Bah, surtout parce que Rondo, il est blessé, mais
est bon. Bon, Stephenson, pour moi, ça reste toujours une faute de goût. Alors, il fait ces trucs là, c'est génial. Stephenson, c'est vraiment le joueur Instagram ou Snapchat. Pire que ça, c'est le joueur Snapchat. C'est-à-dire que je pense que si la NBA c'est Snapchat, Lance Stephenson c'est un top 5 all-time. Sauf que la NBA c'est pas Snapchat, donc forcément il est pas très bon. Mais ça marche vraiment. Et d'ailleurs, si cette première mi-temps elle marche contre les Warriors, c'est que de 1 les Warriors jouent très très mal. J'ai d'ailleurs vu passer une stat qui montrait que Stephen Curry à Noël il était genre tout le temps mauvais. 12 points par match, je crois qu'il est à 12 ouais, points ça doit être match. ça, et 29% de shoot. Enfin bref, il est pas bon à Noël. Et il y a eu une très bonne défense côté Lakers. Donc ça marche. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir la même recette qu'avec les Cavs d'il y a quelques années, c'est-à-dire avec une défense en plus. C'est vraiment en attaque, il y a LeBron qui a ses quelques possessions et ailleurs, on arrive à se bricoler avec ce qu'on a. Et le fait est qu'en plus, ils ont Lonzo qui est un très bon passeur, donc ils arrivent à faire des choses. C'est clair. Après, pas trop de hype Lakers. Non. Je me méfie qu'on des équipes sur lesquelles on commence à se pavaner à ce moment-là de la saison. Je me méfie. T'as raison. Vaut mieux commencer à se pavaner en avril, c'est du sérieux. Ou même au début, on rappelle toujours ce dogme qui dit qu'en fait, c'est souvent tes 20 premiers matchs qui sont plus révélateurs que tes 20 derniers de saison régulière. Donc, les Lakers ont été solides, mais sans être brillants sur les 20 premiers, donc je me méfie. C'est vrai. Ouais. Mais même si je le répète, mais ça pourrait leur coûter peut-être 1 ou 2 places à la fin sur une tête de série de playoffs. Et vu à quel point c'est serré, on parlait des upsets dans la FAQ de Noël, c'est jamais bon de perdre 1 ou 2 places. C'est clair. Là-dessus, je pense qu'on va conclure cet épisode numéro 143 du podcast Dunk Hebdo. Merci de nous avoir écoutés pour ce dernier épisode de 2018. Ça a été une année très riche, mais le fait est qu'en fait en NBA à la fin de l'année tu t'arrêtes pas parce que la semaine prochaine on a déjà un épisode. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Du coup on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, mais aussi de vous abonner sur les plateformes où vous nous écoutez, de laisser les petites étoiles sur iTunes, les 5 petites étoiles plus le commentaire si vous pouvez, ça fait toujours plaisir. Et nous Alan, le podcast va peut-être sortir un petit peu en retard parce qu'on a un dimanche à soir de NFL assez chargé. C'est vrai. Et d'ailleurs, on pourrait avoir des semaines encore plus chargées parce que si jamais si les Patriots et les Ravens se rencontrent, je pense que ça peut être la guerre à l'intérieur de la rédaction. Ah oui, moi je suis pas objectif en plus, donc moi je serais vraiment toxique, il faudra pas me parler. Ok, sur ce, on vous souhaite une bonne année 2019 du coup, vu que la plupart d'entre vous, certains d'entre vous vont nous écouter en 2019 et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut à tous.